Marie Combarieux, vous êtes donc fondatrice d'EcoDrop, vous allez nous en parler dans un instant. À vos côtés, Céline Blanc, qui va nous en dire plus, c'est ce que je parlais du témoignage aussi d'une entreprise, un directrice des sites et sols pollués, pollution chez Bérangier Dépollution, je vais y arriver. À vos côtés, et je vais vous passer la parole dans un instant, Samuel Coussy, chef de projet sites et sols pollués au sein du BRGM. Également pour présenter à tour de rôle deux solutions, Cécile Villette, CEO cofondatrice d'Altarode, et à vos côtés, Willy Lambert, donc directeur. Décidément, j'inverse les choses ce matin, je ne sais pas pourquoi, c'est très bien, c'est non genré ce matin. Directeur d'Odovia. Merci beaucoup d'être avec nous donc, pour présenter ces outils concrètement, puisqu'on a vu les enjeux en termes de réglementation, mais vous êtes là pour voir clairement ce que sont les solutions. Je vais commencer par vous, Samuel Coussy. Alors, on va voir peut-être défiler, puisqu'en fait, la FNTP se met aussi, on va dire, à votre service pour vous informer autant que possible. On va aborder le premier sujet, qui est celui de la traçabilité. Est-ce qu'on peut voir un peu mieux en image ce qu'est la problématique de la traçabilité? Quelles sont vos obligations? Alors, on va aussi le détailler, évidemment, avec vous, Samuel Coussy, puisque vous avez votre présentation. D'ailleurs, je vous indique que vous avez des Pavlov devant vous pour faire passer vos différentes images. Donc voilà, on peut faire défiler peut-être les obligations. Voilà. Un déchet est défini comme substance ou objet, plus généralement bien meuble dont le détenteur se défait. Tout matériau prend le statut de déchet, c'est ce qu'on voit. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez toutes ces infos sur le site de la FNTP. On poursuit. Voilà, qui explique que pour tous les déchets de chantier, c'est un petit peu ce qu'on commençait à évoquer, on doit tenir un registre de suivi des déchets produits et expédiés dont les données sont conservées pour 3 ans minimum. On peut poursuivre. Voilà, pour les terres excavées et les sédiments, là on va peut-être rentrer plus en détail avec vous sur ce sujet-là. Samuel Coussy, vous allez pouvoir rentrer en détail sur ce sujet. On poursuit sur les infographies. Voilà, pour les déchets dangereux et les polluants organiques persistants, il y a un bordereau de suivi donc dématérialisé, ces fameux track déchets avec une déclaration en ligne. Là aussi, on va rentrer un peu plus en détail. Et on poursuit, voilà. Il y a pour le moment, pour les déchets inertes et non dangereux, non inertes, hors terre et sédiments, aucune obligation réglementaire de traçabilité n'existe à ce jour. Et dernière infographie, comme ça déjà ça vous donne des infos et vous pouvez aller regarder ça en détail. Ce sont les sanctions évidemment en cas de non-respect des obligations de tenue de registre ou de transmission d'informations. Amende forfaitaire de 750 € ou une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà, c'était quand même important de rappeler ces enjeux. C'est la première thématique, la traçabilité. Mais je vous passe la parole, Samuel Coussy du BRGM, pour nous en dire un peu plus. Peut-être réexpliquer un petit peu quelques mots supplémentaires du contexte réglementaire. C'est toujours bien de le rappeler. Oui, alors bonjour. Bonjour. Oui. J'avais préparé un petit PowerPoint, mais je sais pas, je pense qu'il est pas... Ah bah si, vous pouvez, normalement il y est, c'est juste après votre nom. Ah, vous voyez, alors, regardez, voilà, ça y est, regardez, il apparaît. Est-ce que vous le voyez? Parfait, voyez oui, très bien, voilà, je parfait. le vois, voilà. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter les évolutions réglementaires qui ont été prises en 2021 concernant la traçabilité des terres excavées notamment. Donc un petit rappel réglementaire rapide, parce que ça a été vu tout à l'heure. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire du 10 février 2020, plusieurs décrets et arrêtés ont été pris, notamment le décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, qui impose la tenue de registres chronologiques internes pour les personnes qui produisent, qui expédient, qui reçoivent ou qui traitent des déchets ou des terres excavées ou des sédiments, et la création d'un registre national des déchets, terres excavées et sédiments qui doit être renseigné par certaines personnes uniquement. Voilà. Et les informations à déclarer dans ces registres sont renseignées dans l'arrêté du 31 mai 2021 qui fixe le contenu de ces registres justement. Alors, ce fameux registre national, de quoi s'agit-il? Ce registre, il a été diffusé et publié, il est accessible depuis début janvier 2022. Donc je vous ai mis le site de diffusion de cette application et ensuite le lien direct vers l'application de déclaration. Voilà. Donc cette application permet justement de déclarer ces informations dans la base de données nationale. Il s'agit d'une première version qui va être améliorée par la suite.
avec notamment la mise en place d'API, ce qu'on appelle, pour pouvoir interfacer ce système avec les outils des entreprises. Donc une première facilité, on va dire, pour les entreprises. Une autre facilité, ce sera de mettre en place un fichier type, on va dire, avec les informations qui sont nécessaires pour que les entreprises puissent saisir en masse, on va dire, les données dans cette application nationale. Voilà. Et donc ces évolutions sont envisagées sur une période de 6 mois, donc c'est-à-dire jusqu'en juin 2021. Donc le ministère de la Transition écologique a mis en place 2022, une période. Je pense, vous Pardon, voulez dire. 2022, je pense. 22, voilà, je retarde. On se perd dans les années avec tout ce qui nous C'est arrive. vrai. Donc le ministère de la Transition écologique a mis en place une période de tolérance par rapport aux obligations de tenue de ces registres. Donc une période de tolérance dans le délai de déclaration, on va dire, quoi. C'est-à-dire que tous les flux de TRSKV notamment doivent être pris en compte à partir du 1er janvier 2021, mais ne peuvent être remontés dans la base de données nationale qu'à partir du 30 juin 2022. Voilà. Donc cette période de tolérance, elle permet notamment aux entreprises de pouvoir s'interfacer avec l'application registre national, de pouvoir s'adapter aussi à cette nouvelle réglementation. Donc voilà, l'objectif de cette période de tolérance, c'est justement que tout le monde ait une meilleure visibilité par rapport à ce nouvel outil au final, quoi. Oui, parce que j'allais dire, si on se met dans la peau d'une entreprise, et tout à l'heure Céline Blanc pourra en témoigner, peut-être pas si simple que ça à mettre en place. Ça veut dire qu'il faut recruter quelqu'un pour remplir tout ça, ou c'est très simple? Alors ça, je laisserai d'autres personnes y répondre à ma place. Voilà. Moi, je vais parler uniquement de la partie réglementaire et de l'application registre national, quoi. Voilà. Exactement. Et alors voilà, c'est à peu près tout là-dessus. Je ne sais pas si... on prendra des questions peut-être après. Bien sûr, on prendra des questions. N'hésitez pas, vous pouvez remplir, comme je disais, sur la base du QR code ou de solutionfntp.fr. Posez vos questions, on prendra un temps vers la fin, après la série de présentations pour y répondre. Exactement. Très bien, merci. Pour le moment, c'est tout pour moi. Voilà. Parfait. Bon, de toute façon, vous pourrez commenter le reste des interventions. Alors, comme je disais, voilà, il y a cette réglementation, cet outil du BRGM que vous venez de présenter, Samuel Coussy, mais ce n'est pas le seul outil. Il y a d'autres outils aussi, des entreprises qui proposent des solutions. C'est pour ça que vous êtes sur scène, Willy Lambert et Cécile Valette. Bon, je vais commencer, honneur aux hommes, je vais commencer par vous, Willy Lambert. Odovia, pour vous expliquer les solutions logistiques qui permettent d'optimiser l'organisation et la traçabilité du transport des déchets. C'est ce que vous proposez. Vous avez votre petite zapette devant vous, si je puis dire, pour nous en dire un peu plus. Très bien. Oui, bonjour à tous. Donc Odovia, c'est le résultat d'un projet de recherche qui a été mené par une entreprise de travaux publics régionale en partenariat avec l'école des mines de Nantes et qui a commencé il y a une dizaine d'années. Le sujet de ce projet de recherche était l'optimisation des flux de transport. Et très vite, on y a adossé le volet traçabilité, puisqu'on s'est rendu compte que pour faire de l'optimisation, il fallait des données, et finalement, on avait besoin d'aller récupérer ces données sur le terrain. Donc de ce postulat de départ, on découlait finalement le développement de plusieurs briques logicielles, ce bouton-là, qu'on peut décliner, je dirais, en 3 temps par rapport à la temporalité d'un projet de construction en travaux publics. Le premier, ça va être finalement la phase de préparation, donc, et ça c'est particulièrement vrai quand on va faire des chantiers de terrassement en milieu urbain. On a vraiment besoin d'arriver à contrôler finalement par où les véhicules vont circuler. Donc l'idée, c'est de définir en amont du chantier quels vont être les itinéraires supports des flux logistiques. Le deuxième point, qui va être très important, ça va être la collecte de toutes les données de traçabilité. Donc là, je reviendrai sur ce point-là juste après. Et le dernier point, c'est qu'une fois qu'on a accumulé pendant toute la phase d'exécution, de réalisation du chantier, être en capacité finalement de représenter toutes les données qu'on a collectées par des cartographies, par des graphiques. L'idée étant de mettre aussi en valeur ou en exergue finalement, de mesurer la différence entre ce qu'on avait prévu au départ et le réaliser pour mesurer les écarts et en tirer un bilan pour les opérations suivantes. Donc, je vous propose donc un focus en particulier sur la phase de réalisation. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut arriver à finalement réaliser cette traçabilité? Donc pour Odovia, ça passe par je dirais plusieurs briques technologiques, encore une fois. La première, ça va être d'impliquer le chauffeur
par le biais d'une application mobile qui va avoir plusieurs usages. Le premier, ça va être effectivement que le chauffeur va pouvoir suivre les itinéraires qui ont été prévus en amont. Le deuxième, ça va être aussi d'impliquer le chauffeur pour lui demander de bien qualifier ce qu'il transporte, son lieu d'origine, son lieu de destination. Et le troisième, c'est effectivement d'avoir un lien un petit peu asynchrone avec le responsable logistique pour qu'on ne soit plus simplement dans de la communication téléphonique, mais par quelque chose qui pourrait s'apparenter à une messagerie qui permet donc aux responsables logistiques de donner des consignes aux chauffeurs de façon, je dirais, asynchrone. Le deuxième point, donc on a un module qui va permettre d'informatiser finalement les véhicules. Donc bien sûr, on va être sur le suivi de position GPS, mais comme on va être interfacé avec le bus d'information du véhicule, on va être aussi en mesure de collecter des informations complémentaires. Dans la traçabilité, donc bien sûr, on va collecter des informations liées à la vitesse, à la consommation, etc. Mais par rapport à la traçabilité, ce qui va être intéressant, ça va être la capacité que l'on va avoir à détecter quand ont lieu les levées de benne. Ce que couplé à la géolocalisation, on va vraiment savoir à quel endroit géographique précis finalement la benne a été levée et donc les déchets ont été déposés. Le troisième point, qui n'est pas le plus petit, c'est effectivement notre solution Smart Weighing, qui est donc sur l'instrumentalisation des ponts bascules, donc dans le cas des déchets qui sont à l'arrivée, mais ça marche aussi pour l'enrobé, pour la production. L'idée, c'est effectivement d'avoir une solution qui repose sur 3 piliers. Le premier, ça va être la capacité de mettre des ponts bascules, je dirais, partout, sans forcément avoir un opérateur de pesée par pont bascule. C'est-à-dire qu'on va avoir de la prise en main à distance. Le deuxième point, c'est qu'on va conforter l'acte de pesée par des photos. Donc là, dans l'exemple est un peu petit, mais typiquement, on va, pour chaque pesée, réaliser 4 photos. Donc la face avant, la face arrière, le contenu du véhicule et l'indicateur de pesée qui est également photographié. Tous ces éléments-là photographiques sont intégrés dans un bon de pesée numérique qui a la particularité qui va être déposé d'une part auprès d'un tiers de confiance et autre point qui va pouvoir être aussi intégré dans une technologie de type blockchain de façon à avoir une approche un peu registre, de façon à garantir qu'une fois que le bon a été mis, il n'a pas été modifié. Très bien. Donc vous existez depuis combien de temps ? Alors donc le projet de recherche remonte à 10 ans et Odovia, si je ne dis pas de bêtises, on doit exister depuis 4 ou 5 ans maintenant. 4 ou 5 ans quand voilà. même. Donc, et en tout cas, il y a un vrai besoin. Bon, vous êtes 2 acteurs l'un à côté de l'autre qui vont présenter des solutions. Là, il n'y a pas d'enjeu de concurrence. Il y a on va dire qu'il y a un vrai besoin de toute façon. Donc vous n'avez pas de souci de ce côté-là. Complètement, je crois qu'on est complètement complémentaires. Parfait. Bah voilà, je vais passer la parole justement à Cécile Valette. J'en profite pour dire, apparemment, certaines personnes ont des problèmes de connexion. Donc n'hésitez pas à vous connecter au Wi-Fi qui est Pulic FNTP, P-U-L-I-C, tiré du 8 en bas, voyez, FNTP, si jamais vous avez des soucis de connexion. Vous voyez, comme quoi, parfois, même dans un endroit aussi magnifique, c'est pas toujours simple. Voilà, donc j'ai fait une petite parenthèse, désolé, mais c'est pour ceux qui vous suivent. Alors, allez-y pour présenter votre solution, que vous expliquez comme étant évidemment facile et co-construite aussi. Ça, c'est la particularité de votre solution. J'y arrive. Alors donc, moi c'est Cécile Villette, je suis la cofondatrice d'Altaroad. Altaroad, on est une société innovante. On vient aussi de la recherche au départ. On est financé par ProBTP et par l'Europe qui nous a sélectionnés comme un projet à fort potentiel pour la transition énergétique. Et donc l'Europe est entrée au capital d'Altaroad dans le but de faire des solutions d'intérêt général et qui puissent aussi s'exporter à l'international et faire rayonner l'Europe plutôt qu'on se fasse financer nos entreprises de recherche par les États-Unis ou par l'Asie. Donc ce qu'on fait, on est parti du principe qu'on voulait aider les entreprises à faire cette traçabilité de manière facile. C'était la question de tout à l'heure. Est-ce que pour faire de la traçabilité, il faut rajouter une personne ? Eh bien, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont choisi cette solution-là, c'est-à-dire qu'ils mettent une personne en plus qui va saisir des bons, qui va écrire des papiers. Et il y a plein d'opérations où si on rajoute une personne en plus, déjà la marge est partie. Donc nous, ce qu'on fait, c'est une solution qui permet sur les chantiers de faire cette traçabilité de manière partiellement automatisée en fonction du besoin. On peut faire complètement automatisé ou on peut faire simplement certaines automatisations en fonction de la taille du chantier. On a vu du tout petit chantier jusqu'au très grand chantier, la pertinence des mesures. Donc sur la logique, on est exactement ce qu'avait dit Willy juste avant. On va toujours avoir cette partie collecte des informations sur le terrain.
on remonte ça sur une plateforme informatique où vous avez accès à vos données. Et puis ensuite, on va s'interfacer avec les différents outils du gouvernement. Donc là, si c'est du déchet dangereux, on va aller générer un bordereau dématérialisé sur Track Déchets. Et puis quand il y aura les API disponibles du BRGM, pour les terres excavées, on peut aller s'interfacer avec le BRGM pour avoir cette traçabilité au niveau des terres excavées. Donc en fait, ce qu'on a dit, nous, aux entreprises, et c'est pour ça qu'elles sont venues nous voir, c'est nous, on gère la complexité d'aller mettre les informations au bon endroit, on gère une partie de la complexité de collecte pour qu'il n'y ait pas à rajouter une personne, et on va faire cette base de manière indépendante. On est un outil de traçabilité, on n'a pas d'autre enjeu que de vous fournir cette traçabilité. Donc voilà, on est un acteur neutre, tiers de confiance, qui va vous simplifier cette traçabilité. Alors après, comment on le fait ? En fait, on a plusieurs outils. Donc, on a une interface très simple. Et là, je peux faire clic. Hops. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Ça peut être utilisé par un peller, par un homme trafic sur le terrain qui va saisir des données au travers de son travail quotidien et sans rajouter personne d'autre. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on rajoute des caméras sur le terrain. Donc là, on va pouvoir lire des plaques automatiquement, par exemple, ou voir un contenu pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et on va mettre aussi des capteurs de pesée. Donc des capteurs de pesée qui sont en mouvement. Là, on le voit, la bande en travers de la voie. Donc par rapport à un pont bascule qui prend 30 mètres, et où sur les chantiers, souvent, il n'y a pas la place. Du coup, nous, on est beaucoup plus compact. On pèse en mouvement, donc les camions ne s'arrêtent pas. Ça évite les queues sur les chantiers. Ça remonte les données de poids à la volée. Donc là, on est, nous, sur un poids estimatif. Ça va être un pourcentage d'erreur qui va vous permettre d'avoir une idée de ce qu'il y a comme chargement dans le camion. Pourquoi on le fait ? Alors, il y a l'enjeu réglementaire, bien sûr, parce que il faut le faire, donc très bien. Mais en fait, on s'est rendu compte auprès de nos clients qu'il y a un intérêt économique à le faire aussi, puisqu'on peut, dans ce cas-là, optimiser, par exemple, les chargements des camions. On parle beaucoup des camions en surcharge parce que tout le monde a peur de ça. Les camions en surcharge, c'est pas bien, c'est dangereux, etc. Mais il y a aussi un gros enjeu sur les camions en sous-charge parce que là, on paye plus de transport. Donc il y a aussi l'intérêt à ce niveau-là. Et enfin, sur la partie optimisation, on s'est rendu compte que souvent, les personnes qui avaient l'information sur le terrain, vu qu'il c'était pas connecté, c'était pas les bonnes personnes pour prendre les décisions si jamais il y avait un problème. Donc la personne qui est devant un afficheur, la personne qui est aujourd'hui devant un peson ou devant le camion, c'est pas forcément elle qui a besoin de l'information en temps réel. Donc ce qu'on fait, c'est que c'est des infos qu'on remonte automatiquement sur la plateforme. Elles vont être disponibles et on a une gestion très granulaire des rôles pour que certaines personnes puissent recevoir des alertes, des SMS, des rapports et qu'on puisse avoir des actions en temps réel. Et sur ça aussi, on gagne énormément de temps. Et c'est ce qui permet de ne pas rajouter une personne pour la saisie. Et donc, par exemple, d'équiper des points où il n'y aura personne. Juste, par exemple, ça, la bande, par exemple, les caméras. Et puis, ça peut être géré à distance aussi. Ce qui permet d'équiper, par exemple, des plateformes de revalorisation. Très bien. Donc ça change aussi finalement les méthodes de travail. Vous facilitez le travail d'une entreprise. On va voir ça parce que je vois le temps qui file. Il y a beaucoup d'intervenants dans un atelier qui, vous l'avez vu, est très très dynamique. Donc on va poursuivre. On a parlé beaucoup de traçabilité qui est évidemment un des enjeux quand on parle de déchets. Il y a aussi dans les nouveautés de la loi, et vous l'avez évoqué, l'obligation de tri à la source pour 7 flux de déchets. Je crois que de la même façon qu'on a une infographie, alors qui nous donne beaucoup d'informations. Je ne sais pas si on aura le temps de passer sur toutes ces informations sur les tri des déchets, quelles sont vos obligations. On le voit, il y avait précédemment papier, bois, métal, verre, plastique. Maintenant, vient s'ajouter les fractions minérales, dont béton, briques, tuiles et céramique, pierre et le plâtre. Sur quel chantier ? Tous les chantiers sont concernés, sauf un certain type de volume inférieur à 10 mètres cubes et des surfaces de stockage des déchets au sein du chantier inférieur ou égal à 40 mètres carrés. Les modalités de tri, tri à la source et collecte séparée de ces déchets par rapport aux autres déchets et aussi entre eux. On peut poursuivre. Et donc, qui est concerné ? Et ça, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, le producteur, maître d'ouvrage ou le détenteur, entreprise de déchets collectés par un prestataire privé ou le service public pour un volume supérieur à 1100 litres par semaine. Et
pareil, de la même façon aussi des sanctions. Alors justement, pour illustrer ce sujet, puisqu'EcoDrop apporte des solutions, je vais passer la parole à Marie Combarieux, fondatrice d'EcoDrop, pour nous en dire plus sur les solutions que vous proposez par rapport à ces flux de déchets. Bonjour à tous. Donc oui, je suis la fondatrice d'EcoDrop et avec EcoDrop, on va parler de solutions. Nous, notre métier, c'est d'apporter des solutions pour collecter les déchets triés sur les chantiers et les envoyer vers les filières les plus responsables. Et on fait ça partout en France. Donc on va parler principalement des déchets du bâtiment, plutôt du déchet gros œuvre, second œuvre. Comment est-ce qu'on fait concrètement? À la demande, on est en mesure d'aller chercher, collecter les déchets dans n'importe quel conditionnement, depuis la camionnette 6 mètres cubes, 20 mètres cubes, des big bags, des bennes, des transports agréés pour des déchets dangereux, et on va les orienter directement vers les filières les plus proches ou les plus responsables. Et on le fait ça avec une agilité certaine, le plus rapidement possible, car on sait que souvent sur les déchets, sur les chantiers, le temps est compté, et on le fait avec une traçabilité irréprochable. EcoDrop est labellisé Green Tech Innovation par le ministère de l'Environnement et soutenu par l'ADEME. Alors, j'ai pas la zapette. Alors, on va peut-être vous la passer. Il y en a une. Elle n'a pas été mise sur toutes les tables. Je vous en prie. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner à organiser simplement votre chantier de telle manière à ce que vous puissiez trier les déchets. Il y a un espace sur le chantier qui va être dédié pour stocker ces déchets triés. On n'en fait pas une affaire d'État en se disant « il y a 7 flux à mettre ensemble sur le chantier ». On sait qu'il y a des cadençages en fonction de l'avancée du chantier. Et on va vous aider à organiser les choses. On va mettre une benne pour le gravat, la fameuse fraction minérale. On va mettre des big bags pour pouvoir collecter tout ce qui est plastique, une autre benne pour le bois, et en revanche, on va mettre au sol tout ce qui est palettes. Et nous, on va venir collecter à la demande, dans les 2 heures ou pour le lendemain, les éléments qui sont en attente avec le collecteur qui va bien. Voilà, donc une fois que les éléments sont prêts et vous voulez appeler, on a une application qui permet de faire la commande, ou un service téléphonique qui permet de réaliser les différentes commandes sur chantier. Et bien entendu, à la fin du chantier, on vous envoie, donc tous les éléments sont tracés, vous avez des bons de dépôt sur chaque opération de collecte, vous savez où vont les déchets. Et en fin de chantier, on produit donc un registre et une estimation du taux de valorisation, si vous le souhaitez, en fonction des différents objectifs, puisqu'on sait exactement ce que sont devenus les déchets. Et on est en train de travailler, notamment avec le groupe Bouygues, sur une évaluation carbone de ces opérations-là et un comparatif par rapport à des gestions plus traditionnelles et mélangées des déchets. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation efficace. S'il y a des questions, je le rappelle, n'hésitez pas à les envoyer. On les garde en réserve. On va essayer de trouver du temps, évidemment, pour ces questions, parce que c'est très, très riche cet atelier sur les déchets. Alors, évidemment, je vais passer la parole dans un instant à Céline Blanc pour qu'elle nous dise plus aussi sur ce qu'elle vit, elle, en tant qu'entreprise, on va dire. Mais un mot, vous avez commencé à en parler, Rosalie Amabil, sur la sortie de statut de déchets. Oui, tout à fait. En 2021, il y a eu 2 arrêtés ministériels qui ont fixé les critères de sortie de statut de déchets pour 2 catégories de matériaux et pour différents types d'aménagements. C'est tout d'abord un arrêté du 4 juin 2021 qui concerne les terres excavées et les sédiments qui sont préparés en vue d'être employés dans des projets d'aménagement ou de génie civil. Donc à partir du moment où les critères fixés par cet arrêté ministériel sont tous remplis, c'est des critères cumulatifs, et bien le statut de déchet de ces terres excavées et de ces sédiments va pouvoir évoluer, et donc ils perdront le statut juridique de déchet, ce qui est un avantage indéniable quand on essaye de... parce que les obligations attachées au statut de déchet, on le voit, sont contraignantes. Et donc les critères notamment concernent le caractère approprié en fait des terres et des sédiments pour être employés sur le site receveur, l'existence d'un contrat de cession de ces terres excavées, de ces sédiments, par ailleurs la mise en place de procédures de contrôle et de suivi de la qualité. Une fois que tous ces critères auront été réalisés, la personne qui aura
effectuer la préparation des terres et des sédiments pour qu'ils puissent être employés sur une opération de génie civil ou d'aménagement, eh bien, pourra faire constater par une attestation de conformité l'absence de statut de déchet de ces matériaux. Donc ça, c'est pour le premier arrêté ministériel. Et ensuite, le second arrêté ministériel qui a été adopté donc, en décembre 2021, qui est plus récent. Là aussi, il y a un certain nombre de critères cumulatifs à respecter pour faire perdre le statut de déchet. Et ça concerne cette fois-ci les déblais de terres naturelles. Donc là, on ne parle pas du tout de terres qui sont issues de sites et de sols pollués. C'est vraiment des terres naturelles. Et c'est des terres qui vont pouvoir perdre leur statut de déchet dès lors qu'elles sont réemployées dans des grands projets d'aménagement et d'infrastructure. Et donc là, on est un peu dans une autre logique et il va falloir en fait anticiper par rapport à l'autre sortie de statut de déchet, il va falloir anticiper la réutilisation de ces matériaux dès la conception du projet d'aménagement ou d'infrastructure, parce qu'une des conditions fixées par l'arrêté, c'est que dès le stade de la conception du projet et dès la demande de l'autorisation environnementale qui va concerner le projet d'aménagement ou d'infrastructure, il va falloir prendre en considération le fait et intégrer dans le dossier de demande d'autorisation environnementale la valorisation des terres dans le cadre du projet. Et donc le dossier d'autorisation environnementale va être donc autorisé par les services instructeurs et va définir les conditions dans lesquelles ces terres naturelles et ces déblais vont pouvoir être réutilisés dans le cadre du projet d'aménagement. Donc ça, c'est une des conditions essentielles en fait pour la sortie de statut de déchet de ce type de matériaux, c'est la prise en compte dès la conception du projet en fait, et pour en fait une meilleure efficience et pour essayer de valoriser au maximum les déblais et les terres naturelles. Merci pour cette explication. Je pense qu'on a passé en revue les enjeux réglementaires, la problématique sortie statut de déchets, traçabilité et aussi les 7 flux de déchets. Donc c'est pour ça que je vais passer la parole à Céline Blanc donc de Béranger Dépollution pour que vous puissiez nous en dire un peu plus sur vous. Comment vous vivez ça, j'allais dire, quels outils vous mettez en place, qu'est-ce que la réglementation vous apporte ou au contraire peut-être vous alourdit dans ce que vous mettez en place. Je vous écoute. Alors pour élargir un petit peu le débat et avoir des notions un petit peu de chiffres, il faut avoir en tête que les déchets du BTP, ça représente 3/4 des déchets produits en France. Donc entre 200 et 250 millions de tonnes par an, dont 97% de déchets inertes. Donc l'enjeu est vraiment, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout jouer sur les autres déchets, j'y reviendrai, mais l'enjeu en termes de volume est vraiment sur tout ce qui est déblais, déchets, déconstruction. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente 680 000 tonnes de déchets par jour et donc 26 000 camions sur les routes pour gérer ces flux de déchets. Donc on le voit bien, c'est énorme. C'est pour ça qu'il y a plein de sociétés qui proposent des solutions pour nous accompagner, pour optimiser la logistique, pour suivre tous ces volumes, ces flux de déchets qui sont considérables. Et comme vous l'a montré Rosalie, on est aussi confronté à de nombreuses évolutions réglementaires et il est difficile dans notre quotidien de les mettre en application, de se les approprier et de faire tourner, de mettre en musique tous ces textes qui s'imposent à nous. Alors comment ça se passe justement concrètement? Vous avez déjà testé des outils, je parlais tout à l'heure avec... toute petite pointe d'humour, il faut embaucher quelqu'un en plus dans votre histoire. Enfin bon, pas toujours, même si on voit bien notamment que des entreprises proposent des solutions pour éviter d'embaucher quelqu'un pour gérer tout ça. Alors il y a effectivement des entreprises qui proposent des solutions. Nous, on a de la chance chez NGE, on a développé aussi un outil en propre qui nous permet d'assurer cette traçabilité. Mais ce qu'il faut avoir en tête, l'objet aussi de notre atelier, c'était de considérer nos déchets comme des ressources. Oui. Donc il faut cette traçabilité pour nous aider à lutter contre les décharges illégales et mettre en œuvre des solutions vertueuses. Mais si on veut considérer nos déchets comme des ressources, il faut anticiper cette problématique. Donc il faut que nos maîtrises d'ouvrage s'approprient aussi ces thèmes. Il faut que des futurs bâtiments soient construits en fonction des futurs déblais ou non qu'ils peuvent créer. Il faut adapter nos projets. Il faut anticiper la connaissance de qualité physico-chimique, qualité géotechnique de nos déblais pour pouvoir savoir ce que l'on va en faire. On a aussi, on n'en parle pas là, mais il y a un autre projet qui concerne la lutte contre l'artificialisation. Oui.
lutter contre Zéro l'artificialisation. artificialisation des sols, c'est aussi dans la réglementation. En lien avec tout loi ça, climat et la résilience, ouais. refonctionnalisation des sols, recréer des sols plutôt agricoles. Donc pour pouvoir recréer ces sols, il faut les connaître, savoir si c'est possible. Recycler des matériaux, il faut aussi connaître la qualité. Donc on a vraiment besoin que les maîtrises d'ouvrage s'approprient ces éléments, qu'ils donnent les moyens aussi aux maîtrises d'œuvre de faire des études en amont pour pouvoir que les entreprises puissent proposer des solutions vertueuses et qui vont dans le sens de l'économie circulaire. D'ailleurs, vous avez initié une initiative, je vais y aller lancer une initiative en PACA, c'est ça justement pour sensibiliser les maîtres d'ouvrage à cette problématique? Oui, alors la région PACA sensibilise depuis de nombreuses années les maîtrises d'ouvrage sur ces thématiques. Je ne vais pas vous l'apprendre, hein. On entend souvent parler des décharges illégales dans le Var, ça fait le buzz dans l'actualité. C'est parti de là, enfin, cette loi d'abord a mis en premier en disant on finit les décharges sauvages, enfin, c'était vraiment... du coup, les fédérations professionnelles se sont liées, FRTP, FRB, UNICEM, pour proposer d'accompagner les maîtrises d'ouvrage. Ils se sont associés aussi au Syntec pour la partie maîtrise d'œuvre, pour voir comment anticiper tous ces futurs déblais, mieux les connaître, les caractériser, anticiper les filières. On a besoin aussi de dégager des terrains pour faire des plateformes. Il y a besoin de temps aussi. La temporalité est quelque chose qui est souvent très mal anticipé et qu'on a besoin d'appréhender au plus tôt. Merci pour votre témoignage. Alors je vois qu'on approche presque du 10h15, comme quoi je voyais que le temps était vraiment serré, même si vous avez été très efficace et je vous en remercie. Je pense qu'il va falloir mieux laisser la place aussi aux questions du public et vous pourrez les uns et les autres, je vous ferai un dernier tour de table pour que vous fassiez aussi un commentaire. Mais je vous avais dit en début d'atelier qu'on vous proposait aussi un quiz pour voir si vous avez bien suivi tout ça. Donc vous pouvez vous emparer de votre téléphone et de l'application donc BWI, BY diront certains, pour répondre si vous le voulez tout de suite à ces questions. Elles vont aussi s'afficher je crois derrière moi parce que c'est simple, il y a 3 questions, donc on va voir ce qu'il en ressort. Dans la chaîne de gestion des déchets, qui selon vous est responsable de leur bonne gestion jusqu'à leur élimination ou valorisation finale? En A, l'entreprise, en B, le maître d'ouvrage, en C, les deux. On vous laisse un petit peu de temps pour répondre. 10 secondes. Attention, il y a une petite musique. On se croirait dans des chiffres et des lettres. Alors, on a 50% pour le maître d'ouvrage et 50% pour les deux. Et maintenant, on affiche la bonne réponse. Ce sont les deux. Donc, vous avez bien noté. Voilà, il y a encore besoin de faire un petit peu d'acculturation, mais c'est bien. Alors, on passe à la deuxième question sur l'obligation de tri. On l'a vu à travers l'infographie. Bon, je sais qu'on est passé très vite parce que c'est très très dense. On pourrait y passer 2 heures entières sur ce sujet-là. Quels déchets de chantier parmi la liste sont concernés par une obligation de tri? A, enrobé, B, les terres, C, le béton, D, les pierres, E, le bois et F, le métal. Donc là, de la même façon, vous avez 10 secondes. Il y a plusieurs réponses. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, il y a une majorité de réponses pour le métal et le bois. On est après sur le béton, les terres aussi sont indiquées. Et après, on est autour de 50% pour enrober les pierres. Donc, on va vous dévoiler maintenant les réponses. Ce sont les 4 dernières. Donc, enrober et terre ne sont pas concernés. Voilà. Et enfin, une dernière question sur la traçabilité. Toutes les informations concernant vos déchets inertes, hors terre et déchets non dangereux n'ont pas besoin d'être prises dans un document synthétique. Papier ou numérique? Là, c'est plus simple, vous avez 2 réponses, A, vrai, B, faux. Alors, la réponse, donc déjà, le pourcentage, donc on est à 66% pour le faux, et la réponse était faux. Voilà, comme ça... Bien. Merci beaucoup en tout cas de vous être livré à l'exercice autour de ce quiz. On va maintenant m'afficher des questions s'il y en a. Peut-être un mot, Rosalie Amabile, avant que les questions n'apparaissent. On a bien vu à travers tous ces témoignages, c'est important que les acteurs économiques s'approprient aussi la réglementation, même si ce n'est pas toujours très simple. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un empilement de normes. La réglementation des déchets, en fait, elle est ancienne
les obligations en matière de traçabilité et de tri, elles sont également anciennes, mais c'est vrai qu'il y a une accélération dans les modalités de mise en œuvre de ces obligations, et c'est ça qui récemment peut-être inquiète certains opérateurs et certains acteurs économiques. Mais en fait, il faut vraiment réussir à se saisir de ces obligations qui sont préexistantes, et notamment il y a beaucoup d'entreprises, et on le voit aujourd'hui dans le panel qui m'entoure, qui ont proposé des solutions vraiment innovantes et vertueuses pour sécuriser juridiquement la gestion des déchets par les entreprises. Et donc ça, c'est vraiment intéressant et important. Et c'est important que ces entreprises réussissent à décrypter la réglementation pour le compte des acteurs qui peut-être n'ont pas les moyens de le faire en raison du volume des déchets qu'ils traitent ou de leur connaissance de la réglementation. Et donc l'enjeu, c'est quand même que la réglementation soit suffisamment adaptable et intelligible pour que à la fois les entreprises comme vous qui essayent de la mettre en œuvre pour le compte des autres puissent le faire de la manière la plus sécurisée possible, et pour qu'en fait il y ait une application la plus homogène possible de la réglementation. C'est ça l'enjeu, en fait. La réglementation n'a du sens que si elle est bien appliquée. Exactement. Alors il y a une question, je pense que ça peut être pour Samuel Coucy. En tant que maître d'ouvrage, suis-je concerné par l'obligation de traçabilité des terres excavées ? Oui, tout à fait. En tant que producteur de déchets de terres excavées, la maîtrise d'ouvrage est vraiment concernée par la déclaration de ces informations. Tout à fait, oui. Très bien. Alors, je crois qu'il y avait des questions aussi pour Altarod et Ecodrop. Est-ce qu'on peut les faire réapparaître sur ma tablette ? Voilà. Pour Marie Combarieux, Ecodrop. Petit flux trié envoyé vers les bons, entre guillemets, exutoires. Est-ce plus économique que la massification ? Oui, et pas suffisant. Et c'est pour ça que la réglementation est allée jusqu'à cette gratuité. Donc, ce qu'expliquait Rosalie tout à l'heure, c'est que pendant l'année 2023, a priori, dès le début de l'année 2023, les déchets triés sur chantier pourront être apportés gratuitement en déchetterie, alors que les déchets mélangés vont être de plus en plus chers. Donc, la réponse aujourd'hui, c'est que oui, déjà, il y a un bénéfice prix à trier les cartons d'un côté, le plâtre de l'autre, etc. Mais bien évidemment, ce bénéfice prix n'est pas suffisant, et c'est pour ça que la réglementation est allée bien plus loin. Néanmoins, je vous invite tous à vous préparer pour le moment où la gratuité sera mise en place, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que ça rentre dans les mœurs, il faut que ça rentre dans l'habitude de l'organisation du chantier, et ça devient bien moins douloureux en fait. Merci pour votre réponse. Alors c'est pour Cécile Villette. Quel pourcentage d'erreur de la pesée dynamique, quid de la responsabilité ? Alors, on est à 3% en erreur moyenne sur la pesée dynamique. Donc au niveau de la responsabilité, nous on va vous donner des tranches dans lesquelles on est sûr qu'on a le poids. On ne va pas vous donner comme un pont bascule un affichage 1 pour 1, c'est-à-dire le pont bascule il va vous donner une pesée légale homologuée qui vous dit bon bah vous êtes exactement à ça. Nous comme on est en pesée en mouvement, il y a un effet dynamique, donc on va vous donner une tranche dans laquelle on est, et donc ce qui vous permet, si vous êtes en sous-charge, de dire ah bah là on peut rajouter un godet. Si vous êtes en surcharge, de rattraper le camion et de lui dire de venir se décharger un peu. En pratique, la façon dont c'est utilisé, c'est le pelleur va charger le camion et il voit le poids qui s'affiche. Il ne va pas rattraper ce camion-là. En général, c'est juste une information pour le camion d'après, sauf s'il y a vraiment des trop gros écarts. Dans ce cas-là, on rattrape le camion. Merci pour cette réponse. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais je peux passer la parole pour si vous voulez dire un mot, Willy Lambert et puis Céline Blanc, parce qu'on va arriver à la conclusion. Je vois qu'il est 10h21 et à 10h30, on enchaîne avec un autre atelier. Je vous dis, la journée est dense. Allez-y. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'effectivement, la traçabilité, c'est l'affaire de tous. Et donc, effectivement, ça concerne aussi bien le chauffeur de pelle que le chef de chantier, que le chauffeur ou même l'exploitant de plateforme à destination. Donc chacun doit finalement apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on ait une traçabilité qui soit la plus complète et exhaustive possible. Et je vais passer la parole à Céline Blanc. Si on peut diffuser aussi, on avait une troisième infographie, ce qui vous prouve, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur le site de la FNTP, vraiment pour vous informer sur ces sujets. Je crois qu'il y a une troisième infographie précise sur ces sujets-là. Non, on ne m'entend pas en régie. Si, voilà, l'essentiel pour bien les gérer. Mais allez-y, Céline Blanc, on fait du 2 en 1, on diffuse tout. Je vais prendre ma casquette de président de la commission économie circulaire de la FNTP, justement pour vous parler que vous avez toutes ces infographies disponibles pour vous aider à comprendre toutes les évolutions réglementaires en cours et à venir. Et il y a également l'organisation de webinaires
à destination des entreprises pour vous aider à mieux comprendre et mieux appréhender tous ces sujets. Merci beaucoup. C'est vrai que ça a été dense. Il y avait beaucoup des intervenants nombreux, mais en tout cas qui étaient nécessaires pour parler de ce sujet. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir été efficace. On peut vous applaudir, vous tous, pour cette intervention, tous les 6. Merci beaucoup.